Une traînée de rubans de soie rouge cache un gibier mortel. Bienvenue chez Détective Eternos. Je suis votre hôte, Louis. Cette communauté grandit. Dites-moi d'où vous nous regardez. Vos commentaires sont précieux. Commençons le mystère. C'était un chaud après-midi de juin à Sainte. Mary Mead et le village semblaient baignés d'un calme que seuls les jardins anglais peuvent inspirer. Les abeilles bourdonnaient nonchalamment au-dessus des fleurs et les rosiers du jardin du colonel Wetherby étaient en pleine floraison. Pourtant, au milieu de l'ordre serein des haies taillées et des rosiers soigneusement taillés, une pointe de malaise s'échappait. Miss Marple, invitée à prendre le thé par la sœur du colonel, Madame Wetherby, le remarqua presque immédiatement. Un ruban de soie rouge vif pendait à l'un des rosiers. Pas un simple morceau, mais 2 brins, noués délibérément en nœuds. Ils flottaient dans la brise légère, bien trop fin et luxueux pour avoir été emportés par le vent d'un bonnet d'enfant. « Oh, ces horribles garçons !» marmonna Madame Wetherby en secouant la tête en versant le thé. « Ils laissent toujours des bêtises dans le jardin. » Mais le regard perçant de Miss Marple s'attarda sur le ruban. Le nœud était soigné, précis. Pas le genre de bêtises qu'un garçon mettrait du temps à faire. La conversation dériva vers la fête de la Saint-Jean, à laquelle la moitié du village comptait participer. La femme du pasteur s'activait à d'interminables préparatifs, et Madame Wetherby s'inquiétait des prix de la tombola. Pourtant, les pensées de Mademoiselle Marple revenaient sans cesse à cette étrange tache de soie parmi les roses. Elle la rangea, comme toujours, avec la précision minutieuse d'une femme qui avait passé sa vie à observer les petites particularités. Ce fut plus tard dans la soirée, après que Miss Marple fut rentrée chez elle et installée près de sa fenêtre avec son tricot, que la paix de St. Mary Mead fut brisée. Un cri retentit de la propriété de Wetherby, aigu, désespéré, et résonna au-delà des haies. En quelques minutes, les villageois, lanternes à la main, chuchotant avec anxiété, se rassemblèrent près de la roseraie. Le colonel Wetherby gisait affalé parmi les fleurs, son visage habituellement rouge, pâle au clair de lune. Autour de son cou, serré cruellement, un autre ruban de soie rouge dont la couleur vive contrastait avec son col blanc. Des halètements parcoururent la foule. « Mon Dieu, assassin !» s'écria Madame Price Ridley, qui ne manquait jamais une occasion de dramatiser. Le gendarme du village s'avança, maladroit et incertain. Il vaut mieux dégager tout de suite. Il n'y a rien à voir ici. Mais Miss Marple, debout silencieusement à l'écart de la foule, savait qu'il y avait déjà quelque chose à voir. Plus que ce que la plupart des gens auraient à peu imaginé. Elle se souvenait du nœud qu'elle avait repéré des heures auparavant et de l'étrange netteté de son nœud. Ses aiguilles cliquetaient faiblement dans son sac tandis qu'elle réfléchissait avec le calme d'une femme habituée aux tragédies de la vie ordinaire. Les rubans de soie n'étaient pas une malice, ils portaient un message. Et quelque part dans le village, l'expéditeur observait. La nuit s'est refermée autour de la roseraie et avec elle, la première ombre du meurtre. Au matin, la terrible nouvelle s'était répandue sur Saint. Mary Mead comme une brume glaciale. Le colonel Wetherby, quoique quelque peu bourru, était mort, étranglé avec un morceau de soie rouge vif. Aux yeux des villageois, cela semblait presque théâtral, comme si la mort avait choisi de faire une apparition trop spectaculaire pour leurs ruelles tranquilles et le son des cloches de leurs églises. Au salon de thé Blue Boar, les conversations bourdonnaient, comme si chaque tasse de thé débordait de spéculations. Madame Price Ridley était dans son élément, ses lèvres fines pincées d'une autorité solennelle. J'ai entendu dire, confiante à qui voulait l'entendre, qu'il s'agissait d'un vol qui avait mal tourné. C'était clair. Le colonel était connu pour emporter sa pension militaire en liquide tous les vendredis sans exception. Un des ouvriers du coin avait sans doute vu une opportunité. Mademoiselle Hartnell, qui n'avait jamais été disposée à laisser Madame Price Ridley avoir le dernier mot, renifla sèchement. « N'importe quoi !
pas du tout un étranger, c'était quelqu'un de bien plus proche. Croyez-moi, les disputes sont monnaie courante dans ce village. Le colonel n'était pas le plus facile des voisins. Pour ma part, je me souviens du jour où il avait menacé de tirer sur le chien du jeune Freddie Pringle. Le tintement des tasses et le bruissement des scones beurrés s'ajoutent au murmure des ragots. Derrière le comptoir, Dolly Bantry se pencha pour servir du thé, les yeux écarquillés d'intérêt, tout en essayant, sans succès, de paraître choquée plutôt qu'intriguée. Miss Marple se glissa dans cet échange animé, avec sa démarche calme et son petit chapeau bien rangé. Elle les salua d'un sourire doux et s'assit discrètement à la table du coin, son sac à tricot posé à côté d'elle. C'était toujours remarquable, sa capacité à se fondre dans les meubles d'une pièce tout en captant chaque mot prononcé. Le colonel n'était pas homme à inspirer l'affection, poursuivit Madame Price Ridley, sa voix baissant jusqu'à presque un murmure, même si toutes les oreilles tendent l'oreille pour le capter. Je sais par hasard qu'il s'est violemment disputé avec son neveu il y a moins de 15 jours. Une question d'argent, bien sûr. Ces jeunes gens vivent au-dessus de leurs moyens, puis viennent mendier chez leurs aînés. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement, bien que ses yeux fussent rivés sur sa tasse de thé. Neveu et querelle d'argent, elle classait les informations avec la même propreté calme qu'elle avait appliquée au ruban. « Ou peut-être, » dit mademoiselle Hartnell en se penchant en avant, comme si elle savourait son intelligence, « il s'agit de cette femme. Vous savez bien qui elle est, la compagne de madame Wetherby, mademoiselle Fenton, trop discrète, toujours à se faufiler dans la maison. Je ne serais pas surprise qu'elle en sache plus qu'elle ne le laisse paraître. » Un murmure d'approbation s'ensuivit, bien que madame Price Ridley semblât clairement contrariée d'être surpassée en spéculation. Miss Marple, dans son coin, sirotait son thé. Elle se souvenait de la légère tension sur le visage de Miss Fenton lors du thé de la veille, de la façon dont la jeune femme avait évité le regard de son employeur. C'était peut-être de la simple timidité ou quelque chose de plus profond. Dans l'après-midi, les rumeurs atteignirent leur paroxysme. Les villageois se rassemblèrent aux portes des jardins, échangèrent des paroles rapides au bureau de poste et se regardèrent de travers, avec une méfiance plus vive que d'habitude. Chacun voulait être le premier à proposer une théorie, et chacun était convaincu de son intelligence. Au presbytère, Madame Clément se tordait les mains. « Quelle horreur, Jane, penser à une telle violence ici, dans notre propre sein. Mary Mead. » « C'est presque contagieux. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Ça peut perturber, ma chère. Mais la violence, j'en ai bien peur, n'est jamais bien loin, même dans le village le plus bien tenu. Les gens sont partout les mêmes. Ils portent peut-être des bonnets au lieu de chapeaux melons, mais leurs petites jalousies et rancunes ne sont pas si différentes. » Madame Clément frissonna. « Pensez-vous qu'il s'agisse d'un intrus de passage ?» Miss Marple posa sa tasse. « Ce serait la réponse la plus simple, n'est-ce pas? Mais les réponses simples s'intègrent rarement dans la vie. Les intrus s'arrêtent rarement pour faire des nœuds. » Il y eut un silence à cette remarque. Les 12 yeux bleus de Miss Marple pétillèrent tandis qu'elle se remettait à tricoter. Elle n'en dit pas plus, préférant laisser les autres se révéler dans leur hâte de parler. À mesure que la journée avançait, le gendarme s'activait avec un sens aigu du devoir, relevant les noms et s'efforçant d'avoir une apparence officielle. Les villageois se contentent de le nourrir de spéculations, mais personne ne semble particulièrement préoccupé par la véracité de leurs propos. Tout cela ressemblait un peu à la tombola de la Saint-Jean, chacun impatient de déposer son billet, espérant qu'il soit tiré au sort. Pourtant, sous le bavardage, Miss Marple sentait le pouls de quelque chose de plus sombre. Le colonel n'avait pas été aimé, et nombreux étaient ceux au village qui auraient pu sourire secrètement à sa chute. Mais le meurtre portait en lui un poids de passion ou de désespoir,
et le ruban de soie, avec son ornementation délibérée et théâtrale, évoquait bien plus qu'un simple hasard. À l'approche du soir, Miss Marple rentre lentement chez elle par le chemin, passant devant des rosiers en fleurs. Une ombre passa derrière une haie, et l'espace d'un instant, elle crut être suivie. Elle se retourna vivement, mais le chemin était désert, à l'exception du bruissement des feuilles. Ses doigts se crispèrent sur son sac à tricot. Quelqu'un a faim. Mary Mead observait, écoutait, pesait son propre rôle dans cette sombre pièce, et Miss Marple, avec sa patience silencieuse, comptait bien lever le rideau. Le lendemain apporterait de nouveaux murmures, et peut-être un visage révélé par un mot imprudent. La maison Weatherby était plongée dans un silence pesant au lendemain de la mort du colonel. Sa façade de briques, d'ordinaire si solide et respectable, semblait atténuée, comme si même les murs avaient reculé devant le scandale. Un policier se tenait à la grille, son carnet à la main, bien que son regard trahît son malaise d'être au centre de tant de spéculations. Miss Marple arriva avec son calme habituel, offrant à Madame Weatherby une sympathie sereine, jamais intrusive. La pauvre femme, pâle et tremblante, serrait son mouchoir comme pour lui redonner son calme. « J'ai du mal à y croire, Miss Marple, » murmura-t-elle. « Arthur est parti, et de façon si horrible. La soie, de toute chose, qui a bien pu faire une chose pareille chez nous? » Miss Marple murmura quelques mots doux, puis laissa son regard vagabonder. Le salon était bien rangé, mais la disposition des chaises était légèrement désordonnée, comme si une dispute les avait laissées dans un désordre insouciant. Une carafe de sherry était posée sur le buffet, ainsi que 2 verres à peine polis. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose. Leur conversation fut interrompue par un coup sec, suivi de l'entrée brusque de l'inspecteur Slack. Il s'était déjà imposé comme l'autorité en la matière et ne perdit pas de temps à se prononcer. « Madame Weatherby, il faut que je voie votre neveu immédiatement. » Déclaratif. Nigel Weatherby. Il est de notoriété publique qu'il s'est disputé avec le colonel à propos d'argent. Les disputes et les dettes finissent généralement par se terminer dans ce genre d'affaires. Madame Weatherby halta, le rouge lui montant aux joues sous l'effet de l'indignation. Nigel n'aurait jamais eu ces défauts, mais un meurtre? Inspecteur, vous ne pouvez pas le penser. Mais Nigel apparut sur le seuil à cet instant précis, grand, beau, avec l'air légèrement arrogant d'un jeune homme trop habitué à se tirer d'affaire par le charme. Sa cravate était de travers, et ses yeux étaient recernés de noir, sans qu'on puisse en être certain. « Tu n'as pas le droit de m'appeler comme un serviteur, » dit-il froidement. « Mais si tu veux des questions, vas-y. L'inspecteur Slack n'a pas perdu de temps. Où étiez-vous hier soir, au moment de la mort de votre oncle? »« J'étais là, » répondit Nigel sans hésiter. « Dans ma chambre, en train de lire. »« Demande à Clara, » me croisait-elle dans l'escalier. « Clara ?» Slack se tourna brusquement vers la jeune femme qui s'était glissée discrètement dans la pièce. Une silhouette frêle, vêtue d'une robe simple, les yeux baissés et l'air nerveux de quelqu'un qui n'était pas habitué à être observé. Mademoiselle Clara Fenton, la compagne de Madame Weatherby, semblait captivée par cette attention. « Je l'ai vu, » balbutia-t-elle. « Oui, dans l'escalier. Il était environ 9 heures. » Les yeux de l'inspecteur se plissèrent. « Pratique. Votre oncle est mort peu de temps après, et vous vous attendez à ce que je croie que vous lisiez tranquillement un livre. » La mâchoire de Nigel se crispa. « Crois ce que tu veux. Je ne voulais pas m'immiscer dans les humeurs du vieil homme. Il refusait de me prêter de l'argent, certes, mais l'étrangler avec un ruban, c'est de la folie. » Les aiguilles de Miss Marple bougeaient avec régularité, bien que ses yeux scrutent chaque lueur d'expression. L'indignation de Nigel semblait sincère. Pourtant, un regard fugace avait été échangé entre lui et Clara.
un regard qui suggérait un non-dit. Miss Marple avait vu de tels regards dans bien des salons de village où les jeunes croyaient leur secret invisible aux yeux des plus âgés. Madame Weatherby porta une main tremblante à ses lèvres. « Nigel et toute la famille qui me reste. Vous ne pouvez sûrement pas imaginer. » L'inspecteur Slack referma son carnet. « Les liens familiaux n'empêchent pas le crime, madame. Les problèmes d'argent poussent les hommes à des fins désespérées. » Miss Marple leva la tête avec une toux douce. « Bien sûr, les jeunes hommes sont souvent négligents avec l'argent, mais le désespoir laisse des traces, des bagarres, du désordre, des signes de précipitation. » Alors que je ne pouvais m'empêcher de remarquer que son regard se portait sur le nœud de ruban poli décrit à voix basse par l'agent, ce crime était noué, si vous me permettez l'expression, avec une grande précision. L'inspecteur lui lança un regard dédaigneux, habitué à faire plaisir à la vieille fille du village. « Nœuds ou pas, c'est le neveu que nous allons examiner en premier. Motif, moyens, opportunité, c'est tout ce qu'il me faut. » Miss Marple retourna sereinement à son tricot, mais elle pesait l'épreuve. Les mobiles étaient nombreux, certes, mais la propreté et la réflexion pointent ailleurs. Les hommes endettés s'arrêtaient rarement pour faire des nœuds soignés. Tandis que l'inspecteur interrogeait Nigel, Miss Marple observait le visage pâle de Clara. Les mains de la jeune fille tremblaient tandis qu'elle versait le thé, et un jour, lorsque Nigel éleva la voix pour protester, elle tressaillit presque imperceptiblement. Il y avait de la peur dans son attitude, mais était-ce la peur de Nigel ou la peur d'autre chose? À la fin de l'entretien, Slack part avec suffisance, déclarant qu'il tenait son homme. Nigel, furieux, monta à l'étage en claquant la porte. Clara s'attarda sur le seuil, tordant son mouchoir. Miss Marple, se levant lentement, toucha le bras de la jeune fille avec la plus douce fermeté. « Ma chère, ne laissez pas l'inspecteur vous perturber. La vérité a toujours une façon de se révéler, parfois de la plus infime façon. » Clara la regarda avec de grands yeux incertains, puis s'éloigna en courant sans un mot. Miss Marple resta un moment dans le couloir, réfléchissant. Le premier suspect avait bel et bien émergé, comme l'avait déclaré l'inspecteur avec tant d'assurance. Pourtant, d'après son expérience, le premier suspect était rarement le dernier. Et dans le léger mouvement du mouchoir de Clara, elle crut apercevoir la faible révélation d'un secret plus vaste. Dehors, la ruelle du village était étrangement calme, comme si elle retenait son souffle. Derrière les rideaux de dentelle et les portes entr'ouvertes, les regards se posaient, et les langues brûlaient d'envie de partager les dernières nouvelles. À la tombée de la nuit, le nom de Nigel Weatherby serait sur toutes les lèvres à Saint, Mary Mead. Mais Miss Marple, rentrant chez elle, son sac à tricot bien en place, savait que le jeu ne faisait que commencer. Derrière les ragots et les soupçons, le véritable ruban de la vérité attendait d'être tiré, et ce ne serait pas Nigel qui le nierait. Le lendemain matin, lumineux et d'une paix trompeuse, saint. Mary Mead, en apparence inchangée, portait en elle le murmure inquiétant d'une communauté qui avait goûté au scandale et qui ne cessait de le chuchoter. Partout où Miss Marple allait, de la boulangerie à la poste jusqu'aux portes du cimetière, il entendait le nom de Nigel Weatherby prononcé avec un mélange de délectation et de désapprobation. « Bien sûr que c'est lui !» déclara Madame Price Ridley dans la boulangerie. « N'a-t-on pas vu comment il a quitté la maison du colonel en trombe la semaine dernière? Quel tempérament, celui-là! Oh, mais il est jeune !» murmura Madame Clément avec plus de prudence. « Les jeunes peuvent s'emporter, mais des rubans? Je trouve ça plutôt étrange. » Miss Marple, acceptant sa miche de pain avec un remerciement discret, retire sa remarque. Elle aussi trouvait les rubans étranges, trop délibérés, trop décoratifs pour un homme en pleine colère. Plus tard dans la journée, elle se rend à nouveau chez les Weatherby. Officiellement,
C'était pour offrir son aide à Madame Witherby, qui semblait incapable d'affronter les tâches ménagères routinières. Officieusement, Mademoiselle Marple espérait observer de plus près l'environnement dans lequel le crime avait été commis. Madame Witherby l'accueillit d'un air sombre, visiblement reconnaissante de sa compagnie. « Jane, je ne supporte pas de rester seule dans ces pièces. » Miss Marple la suivit jusqu'au petit salon, son regard errant discrètement. Les meubles étaient cirés, les rideaux soigneusement tirés, et pourtant il régnait un désordre qu'aucun rangement ne pouvait dissimuler. Un journal gisait froissé sous une chaise, les bords tachés comme s'il était serré trop fort. C'est alors que son regard se posa sur quelque chose de minuscule, presque invisible. Sur le bord de la cheminée, à moitié caché sous une figurine en porcelaine, gisait un lambeau de tissu. Un fil de soie rouge vif, à peine plus qu'un simple fil, comme arraché à quelque chose de plus grand. Miss Marple, légèrement appuyée sur son parapluie, laissa son regard s'attarder, mais ne le toucha pas. Elle remarqua seulement « Quelle charmante figurine, ma chère! Dresde, n'est-ce pas ?» Madame Witherby leva les yeux, sans grand intérêt. « C'était un cadeau de mon frère, il y a des années. Je ne l'apprécie plus vraiment maintenant. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement dans son sac, tandis qu'elle s'installait dans un fauteuil. Elle ne mentionna plus le lambeau de soie. Le remarquer trop tôt aurait attiré l'attention. Au lieu de cela, elle demande des nouvelles de Clara Fenton. « Elle se repose à l'étage, » répondit Madame Witherby. « La pauvre fille, elle n'a presque pas dormi depuis que c'est arrivé. Je dois dire qu'elle m'a été d'un grand réconfort. » Pourtant, l'inspecteur semble la regarder avec suspicion, ce que je trouve très injuste. Miss Marple hocha la tête avec sympathie, même si ses pensées s'égarent. Les regards nerveux de Clara, le caractère irascible de Nigel, l'orgueil obstiné du colonel, chaque foyer avait son lot de secrets. Mais un fil de soie déchiré suggérait quelque chose de plus concret que des ragots. Quelqu'un avait maladroitement manipulé les rubans, ou y avait résisté. Elle se leva aussitôt pour prendre congé, offrant ses assurances à Madame Witherby. En traversant le couloir, elle remarqua le porte-chapeau. Un chapeau de dame y était accroché, un qu'elle n'avait jamais vu auparavant, orné d'un ruban de satin rouge foncé. Il n'était pas identique à celui noué sur la scène du crime, mais suffisamment ombragé pour attirer son attention. Avant qu'elle puisse regarder de plus près, Clara apparut dans l'escalier, pâle et hésitante. « Vous partez, Miss Marple? »« Oui, ma chère. Je pense que Madame Witherby a plus besoin de repos que de visiteurs en ce moment. » Clara se tord les mains. « C'est affreux, n'est-ce pas? Tout ça. J'entends sans cesse sa voix dans ma tête. Le colonel n'était pas un homme facile, mais personne ne le méritait. » Elle s'arrêta, se mordant la lèvre. Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « Le souvenir s'attarde souvent sur ce qui est dur, ma chère, mais la vérité a le don de percer le bruit, comme des roses à travers une haie. » Clara eut un sourire forcé, puis s'éloigna en courant. Tandis que Miss Marple rentrait chez elle par l'allée ensoleillée, elle repassa ses découvertes matinales. Le lambeau de soie suggérait une précipitation, peut-être même une lutte, même si le nœud autour du cou du colonel avait été soigné et délibéré. Deux possibilités se présentaient, soit le tueur avait été interrompu, soit quelqu'un avait noué l'après-coup, comme pour faire une déclaration. Et puis, il y avait le chapeau bordé de rubans sur le présentoir, un choix vestimentaire innocent peut-être, ou quelque chose de plus sinistre. À la porte de son cottage, Miss Marple s'arrêta. Un jeune garçon de course, essoufflé par la course, passa en trombe, agitant un bout de papier. « Un message pour l'inspecteur Slack » cria-t-il, et il disparut dans le chemin. Elle resta un moment immobile, regardant le garçon disparaître, avant d'entrer dans son petit salon bien rangé. Reprenant son tricot, elle commença un nouveau rang avec une précision calme. Chaque maille, chaque boucle était ordonnée,
contrairement à l'écheveau de mensonges et de demi-vérités qui enveloppaient désormais la maison Wetherby. Quelque part, parmi ces fils, se trouvait la vérité, et Miss Marple avait l'intention de la déterrer, un geste prudent à la fois. Le lendemain, elle rendrait une nouvelle visite, cette fois non pas pour témoigner sa sympathie, mais pour tester une théorie, car dans le plus petit lambeau de soie rouge, croyait-elle, se trouvait le premier véritable indice sur l'identité du meurtrier. À St. Mary Mead, le temps était devenu instable, avec des nuages flottant paresseusement dans le ciel et une brise charriant des murmures. Cela semblait approprié, car le village lui-même était agité, incapable de contenir ses spéculations. La mort du colonel avait bouleversé toute la routine, et les ragots, autrefois cantonnés à des futilités, avaient désormais un ton acerbe et inquiétant. Miss Marple s'agitait tranquillement, son attitude immuable, même si ses oreilles et ses yeux ne manquèrent de rien. Chez l'épicier, Madame Price Ridley racontait à qui voulait l'entendre que Nigel Weatherly avait été vu avec une jeune fille de la paroisse voisine et que de telles inconvenances menaient naturellement à l'imprudence. Au cimetière, le vieux M. Roberts remarqua que le colonel avait des ennemis bien au-delà des soldats du village, qui ne lui avaient jamais pardonné une dispute des années auparavant. À chaque arrêt, Miss Marple ramassait ces petits fragments, les triant un peu comme une ménagère sélectionnant des bouts de tissu utilisables pour une courte pointe. Cet après-midi-là, elle invita Madame Bantry à prendre le thé. Dolly Bantry, épouse du colonel Bantry de Gossington Hall, était à la fois une commère avide et, à sa manière, une observatrice attentive. Elle s'installa dans le salon de Miss Marple avec un plaisir évident, les yeux brillants de curiosité. « Ma chère Jane, » commença-t-elle, attendant à peine son thé, le village bourdonnant comme un nid de guêpes. « Tout le monde semble certain que c'est Nigel qui a fait ça, mais entre nous, je n'en suis pas si sûr. Il y a bien plus sous la surface. Miss Marple sert le thé avec sa propreté habituelle. « Vraiment, Dolly ? Et qu'as-tu entendu qui te porte à le croire ?» Dolly se pencha en avant, l'air conspirateur. « C'est Clara Fenton. » Pauvre souris, mais on dit qu'elle a été traitée honteusement par le colonel. Il la grondait devant les domestiques, l'humiliait pour la moindre erreur. Et vous savez comment les gens parlent, on suppose qu'elle et Nigel étaient bien plus proches que la bienséance ne le permet. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient doucement. Ah oui, on voit ce genre de choses de temps en temps. La dépendance d'une jeune femme à son foyer, le charme d'un jeune homme et la désapprobation de son aîné créent un arrangement plutôt explosif. Dolly hocha vigoureusement la tête. « Exactement. Et puis, il y a l'histoire de ces rubans. Mademoiselle Hartnell affirme avoir vu Clara à la mercerie la semaine dernière en train d'acheter de la soie rouge. Ça pourrait être pour la tailler ou la raccommoder, bien sûr, mais bon, ça a l'air plutôt suggestif. » Miss Marple leva doucement les yeux. Suggestif, en effet. Pourtant, j'ai toujours pensé que les gens achètent des choses pour de multiples raisons, et que le but n'est pas toujours celui qu'on suppose. Dolly rit. « Oh, Jane, tu donnes toujours l'impression que c'est si simple. Pourtant, la vue de la soie rouge dans ses mains juste avant un tel crime donnera matière à réflexion à l'inspecteur. » Plus tard, après le départ de Dolly, Miss Marple resta assise, silencieuse, à réfléchir. La timidité de Clara Fenton l'empêchait de commettre un meurtre aussi délibéré et théâtral. Pourtant, les timides n'étaient pas toujours inoffensifs. Une âme poussée trop loin pouvait se déchaîner de manière inattendue. Le lambeau de soie qu'elle avait aperçu près de la cheminée persistait dans ses pensées. Le lendemain, une nouvelle conversation eut lieu, cette fois au presbytère. Le révérend Clément, un homme attentionné, accueillit Mademoiselle Marple avec gentillesse. Sa femme voltigeait avec des tasses de thé, mais ses yeux brillaient d'inquiétude. « Cela me pèse, Jane, » admit le vicaire.
Le colonel était un homme dur, certes, mais un meurtre est commis sous son toit. Cela paraît impensable. Pourtant, on ne peut ignorer les querelles, la dette de Nigel, l'humiliation de Clara. Et j'ai même entendu dire que Madame Weatherby elle-même n'avait pas été épargnée par les propos acerbes de son frère. Miss Marple hocha doucement la tête. Les familles, chers révérends, sont souvent le creuset des ressentiments les plus profonds. Les voisins peuvent bavarder, les connaissances ricaner, mais c'est au sein des familles que l'orgueil et la déception se déposent comme de la poussière, jusqu'à ce que quelque chose les fasse ressurgir. Il soupira. « Je suppose que tu as raison, mais prions pour que cette poussière ne nous étouffe pas. » Miss Marple quitta le presbytère avec le sentiment que chaque membre de la famille Weatherby était accablé par un chagrin ou une rancœur personnelle. Elle repensa à l'expression blême de Madame Weatherby, aux défis de Nigel, aux lamentations nerveuses de Clara. Les secrets avaient cette fâcheuse tendance à se serrer contre leur couture, attendant le coup de pouce nécessaire pour les déchirer. Ce soir-là, elle passa dans la ruelle où elle rencontra M. Roberts, le bedeau de l'église. Il s'appuyait lourdement sur sa canne, mais semblait inhabituellement impatient de parler. « Ils disent que c'est le garçon, » lui a-t-il dit, Nigel. « Mais j'ai connu le colonel dans sa jeunesse. Il s'est fait plein d'ennemis. Il y avait un type, Henderson, je crois, qui jurait qu'il le verrait ruiné un jour. Pas étonnant que ce soit quelqu'un comme ça, venu payer de vieilles dettes. » Miss Marple écoutait poliment, même si, au fond d'elle-même, elle doutait d'un retour aussi spectaculaire. La nature humaine, avait-elle constaté, était rarement aussi romantique dans sa vengeance. Bien plus souvent, la cruauté et la passion se manifestent entre les plus proches. De retour chez elle, Miss Marple était assise près de sa lampe, tricotant des rangs réguliers, repensant aux conversations qu'elle avait eues, l'humiliation de Clara, les dettes de Nigel, la souffrance silencieuse de Madame Weatherby, et même les murmures d'une complicité complice entre Nigel et Clara. Chacun portait un fardeau, et chaque fardeau pouvait se transformer en motivation dans les bonnes conditions. Et toujours, les rubans de soie dansaient devant son esprit, brillants et moqueurs, comme s'il la mettait au défi d'en démêler le sens. Le village était peut-être convaincu d'avoir trouvé son coupable. L'inspecteur était peut-être prêt à enfermer le suspect. Mais Miss Marple savait que ce n'était pas le cas. Les secrets commençaient à peine à émerger, et la vérité, soupçonnait-elle, s'avérait plus complexe qu'on ne l'imaginait. Le lendemain, une nouvelle perturbation allait éclater, quelque chose qui allait dépasser le stade de simple ragot, quelque chose qui allait une fois de plus frapper sain. Mary Meade au cœur. Les jours qui suivirent la mort du colonel furent chargés d'inquiétude. Bien que l'inspecteur semblait satisfait d'imposer ses soupçons à Nigel, le village lui-même était loin d'être serein. Les rubans brillants, théâtraux, inquiétants, avaient déstabilisé même les âmes les plus pragmatiques. Les enfants étaient réprimandés pour s'attarder après le crépuscule, les portes étaient verrouillées plutôt que d'habitude, et dans chaque salon, la même question se murmurait. Le tueur allait frapper à nouveau. Miss Marple, bien qu'elle n'eût jamais prononcé une telle prédiction à voix haute, avait le sentiment que l'affaire n'était pas encore terminée. Au cours de sa longue vie, elle avait observé que la méchanceté, une fois perdue, s'arrêtait rarement à un seul acte. Il y avait toujours le risque de paniquer ou de voir quelqu'un réduit au silence avant même de pouvoir parler. Son pressentiment s'est avéré exact le 3e soir. Ce fut Clara Fenton qui donna l'alerte. Vers 9h30, un cri aigu et perçant retentit de nouveau chez les Weatherby, le genre de son qui transperce le calme du village comme un coup de couteau. Le temps que les voisins se précipitent vers le portail avec des lanternes, Clara avait été retrouvée effondrée dans le couloir, le visage pâle comme un fantôme. Elle serrait son poignet, et autour de celui-ci était noué un autre morceau de soie rouge, si cruellement serré qu'il laissait une marque de rage sur sa peau. Madame Weatherby errait,
en détresse. Elle allait chercher de l'eau, et je l'ai entendue crier. Je me suis précipité vers elle, et elle était par terre, le ruban au poignet. « Oh, Jane, qui a pu faire une chose pareille? » Miss Marple, arrivée avec une rapidité discrète, se pencha pour examiner la jeune fille. Clara tremblait violemment, incapable de prononcer plus de quelques mots entrecoupés. Une ombre apparut derrière moi. Je ne pus voir le ruban. L'inspecteur Slack, convoqué avec fracas, entra peu après, le visage rouge d'importance. Une attaque, voilà ce que c'est. Cela signifie que le meurtrier a été interrompu dans son jeu. Preuve irréfutable, à mon avis, que Nigel Weatherby a cherché à faire taire la jeune fille par la peur. Nigel lui-même, réveillé de l'étage, fit irruption dans le hall, l'air féroce. « Comment osez-vous » s'écria-t-il. « Croyez-vous que j'étrangle mon oncle et que j'adresse Clara dans la même maison? Inspecteur, vos idées deviennent de plus en plus absurdes. » Slack le fusilla du regard. « Heureusement que tu étais là, mon garçon, et aussi que le témoignage de la fille est si confus qu'elle a du mal à dire de qui il s'agit. » Clara sanglotait faiblement, la tête baissée. Je ne savais pas qu'il faisait si sombre. J'ai cru que c'était un homme, mais je n'en suis pas sûr. Miss Marple posa doucement une main sur l'épaule de la jeune fille. « Chut, ma chère. Ne vous inquiétez pas davantage. Ces choses-là se manifestent facilement quand on est calme. » Mais intérieurement, son esprit était plus perspicace que son ton. Une seconde attaque signifiait une escalade, pas une simple coïncidence. Quelqu'un voulait semer la terreur et il avait choisi Clara comme cible. Était-ce pour la faire taire ou pour la piéger? Car Miss Marple ne pouvait ignorer le curieux détail du ruban sur le porte-manteau du hall, si semblable à celui noué au poignet de la jeune fille. Pendant ce temps, l'inspecteur griffonne activement dans son carnet. Je vais envoyer des agents aux portes. Personne ne quitte cette maison avant d'avoir été correctement interrogé. Nigel eut un rire exaspéré. Alors, on va tous être prisonniers maintenant. Tu vas peut-être accuser ma tante. Ensuite, elle aussi s'est disputée avec mon oncle. Madame Wetherby haleta. Nigel, comment peux-tu dire une chose pareille? Miss Marple observait la scène en silence. La discorde montait. Chaque mot acerbe ajoutait de l'huile sur le feu. Il en était souvent ainsi lorsque les crimes et les violences d'une nuit étaient suivis de paroles acerbes la nuit suivante, jusqu'à ce que chaque foyer se sente empoisonné. Plus tard, lorsque l'agitation se fut calmée et que Clara se reposa dans sa chambre, Miss Marple demanda à entrer dans le couloir où l'attaque avait eu lieu. Elle se pencha, son regard perçant scrutant le parquet ciré. Là, faible mais visible, se trouvait une trace de boue, peut-être celle d'une chaussure tirée à la hâte en retraite. Elle était tachée, comme si quelqu'un avait tenté de l'essuyer, mais sans succès. Elle le remarqua silencieusement. Le temps avait été sec, la boue ne venait donc pas de l'allée, plus probablement du jardin où les rosiers conservaient encore de la terre humide près de leurs racines, et le premier ruban n'avait-il pas été découvert dans le jardin, soigneusement attaché à un rosier? Miss Marple se redressa, son sac à tricot au bras. Elle ne dit rien à l'inspecteur, qui se contente de ricaner. Mais en quittant la maison des Weatherby ce soir-là, elle sentit les fils du mystère se resserrer. Le tueur était devenu audacieux ou désespéré. Une autre tentative de crime avait échoué. Le village allait à nouveau s'éveiller à la panique. Pourtant, la panique révélait souvent ce que le calme pouvait cacher. Dans les jours à venir, Miss Marple comptait observer de très près ceux qui chuchotaient trop souvent, qui évitaient les questions et qui, peut-être, se trahissaient par un simple regard insouciant. Les rubans n'étaient plus seulement des symboles de mort. C'étaient des appâts, disposés pour que des yeux comme les siens les remarquent. La tentative d'agression contre Clara Fenton se répandit à Saint. Mary Mead comme un incendie dans l'herbe sèche.
Au matin, la postière le murmurait au comptoir. Le boulanger en avait déjà parlé à 3 clients, et Madame Price Ridley racontait les détails avec une gravité qui donnait l'impression qu'elle avait elle-même déjoué le complot du malfaiteur. La peur teintait les rumeurs, la crainte que quelqu'un parmi eux soit capable non seulement de commettre un meurtre, mais aussi de frapper à nouveau sans hésitation. Miss Marple, se promenant dans le village, son sac à tricot se balançant doucement à ses côtés, sentait l'atmosphère la peser. Pourtant, elle savait que la peur déliait souvent les langues. Les gens parlaient davantage lorsqu'ils étaient perturbés, et ce faisant, ils révélaient des choses qu'ils avaient soigneusement cachées jusque-là. Il était temps, pensa-t-elle, de tester quelques fils. Son premier arrêt fut le presbytère. Madame Clément l'accueillit chaleureusement, même si ses mains tremblaient en versant le thé. « C'est affreux, Jane. Pauvre Clara! Dire que quelqu'un a essayé de lui faire du mal, là, dans la maison, alors que Madame Weatherby elle-même était juste à l'étage. On se sent en danger, même dans sa propre cuisine. » Miss Marple hocha la tête avec un air compatissant. « Oui, tout à fait. Mais bon, ma chère, le danger ne vient pas toujours des ruelles sombres que l'on redoute. Il vient plus souvent des endroits familiers auxquels on s'attend le moins. Vous vous souvenez sans doute du neveu de Madame Finch, celui qui a volé les fonds de l'église. Un jeune homme si gentil, pensa tout le monde. Madame Clément pâlit légèrement et hocha la tête. Oui, c'était un choc. Vous voulez dire? Miss Marple sourit doucement, ses aiguilles claquant. Oh, rien de tout cela, simplement qu'il ne faut pas être trop pressé. La méchanceté peut être très ordinaire, très polie en apparence. Elle laissa Madame Clément pensive et quelque peu inquiète et continua son chemin. Plus tard, dans l'après-midi, elle rencontra Nigel Weatherby en personne près du bureau de poste. Il affichait le même air de défi, malgré les traits tirés. Miss Marple le salua comme s'il était encore un petit garçon surpris à voler des pommes dans le verger du curé. « Mon cher Nigel, dit-elle doucement, que tu prends soin de toi. Ces terribles événements doivent te peser lourd. Je me souviens que ton oncle disait un jour que tu avais un tempérament colérique. Ce genre de tempérament peut faire paraître un homme bien pire qu'il ne l'est, tu ne trouves pas? » Il lui lança un regard sévère, comme pour jauger ce qu'elle voulait dire. « J'ai peut-être mes défauts, Miss Marple, mais je ne veux pas que quiconque croie que je ferai du mal à Clara. Elle en a déjà assez souffert. » Sa voix s'adoucit de façon inattendue à la dernière phrase, et ses yeux brillèrent d'une lueur qui n'était pas tout à fait coupable, mais qui portait le poids d'un attachement inexprimé. Miss Marple inclina gentiment la tête. « Tout à fait, tout à fait. Les esprits s'échauffent, mais l'affection parle plus fort si l'on écoute attentivement. » Nigel rougit et marmonna quelque chose à propos de course avant de s'éloigner. Miss Marple le regarda partir, satisfaite que son petit coup de pouce les déstabilisait. Ce soir-là, elle réussit à repasser chez Weatherby. Clara était assise dans le salon, pâle mais en convalescence. Son poignet était bandé et elle sursauta légèrement à l'entrée de Miss Marple. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple en s'installant dans un fauteuil, « j'espère que tu te sens mieux, un tel choc doit durer. » Clara hocha faiblement la tête. « Oui, je ne vois pas qui pourrait bien vouloir m'effrayer ainsi. » Miss Marple s'occupait de son tricot, la voix douce. « On peut se le demander, bien sûr, mais parfois les attaques ne visent pas seulement à blesser. Parfois, elles visent à réduire au silence. On peut en savoir plus qu'on ne le pense. » Les mains de Clara se tordirent sur ses genoux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Miss Marple leva les yeux, ses yeux bleus pétillants d'une douceur trompeuse. « Peut-être pas. Mais parfois, ma chère, l'esprit oublie les choses par gentillesse, même si le cœur se souvient. Tu te souviendras peut-être encore de quelque chose. » Les yeux de Clara s'emplirent de larmes et elle détourna le visage. Miss Marple n'insista pas davantage.
Il suffisait d'avoir implanté cette pensée. En sortant, elle croisa Madame Weatherby dans le hall. La vieille dame paraissait lasse, le visage marqué par l'inquiétude. Mademoiselle Marple lui tapota gentiment la main. « Tu as tant à supporter, ma chère. Les frères peuvent être difficiles, et les perdre si soudainement, c'est bouleversant. » Les yeux de Madame Weatherby se plissèrent légèrement. Arthur n'était pas un homme facile, mais c'était mon frère. Quoi qu'il fasse, il le fait avec ses propres raisons. Sa voix se brisa et elle s'excusa précipitamment. Les aiguilles de Miss Marple s'agitaient avec régularité tandis qu'elle rentrait chez elle dans la lumière déclinante. Chaque conversation avait révélé quelque chose. L'affection aveugle de Nigel pour Clara, l'hésitation craintive de Clara, la lueur de ressentiment de Madame Weatherby. De petits détails, peut-être, mais elle savait par expérience que la vérité d'un crime se révélait souvent non pas dans des aveux spectaculaires, mais dans les petits lapsus et les gestes que les gens faisaient lorsqu'ils pensaient que personne ne les regardait. Elle s'arrêta devant son portail, regardant en arrière. Quelque part, à Saint, Mary Mead, le meurtrier avait écouté les mêmes ragots, entendu les mêmes murmures, et s'était jugé assez intelligent pour rester invisible. Mais Miss Marple, avec ses observations calmes et ses questions douces, se rapprochait. Les rubans avaient peut-être été noués avec une pompe théâtrale, mais le cœur humain, derrière eux, allait bientôt se défaire. Demain, résolut-elle, elle resserrait encore plus les mailles du filet. Quelqu'un se trahirait, si seulement on lui donnait le bon coup de pouce. Le village de St. Mary Mead s'agita au lendemain du deuxième crime. Si Clara Fenton avait survécu à son calvaire, la présence d'un autre ruban rouge noué à son poignet aurait déstabilisé même les villageois les plus dédaigneux. Ceux qui autrefois riaient des rumeurs fermaient désormais leurs portes à clé avant la tombée de la nuit et tiraient leurs rideaux. Pour Miss Marple, cependant, le malaise ne résidait pas dans les murmures des voisins, mais dans les subtils changements de comportement des proches de la famille Weatherby. C'est avec cette idée en tête qu'elle entreprit d'organiser sa propre réunion. Pour d'autres, cela semblait une simple suggestion. Un thé, tranquille dans son modeste salon, où elle pourrait consoler Madame Weatherby et réunir ceux touchés par la tragédie. Mais pour Miss Marple, c'était tout autre chose. Elle avait appris depuis longtemps que les gens se révélaient plus lorsqu'ils étaient réunis, lorsque chaque remarque était pesée non seulement pour celui qui l'écoutait, mais aussi pour les oreilles cachées qui l'entouraient. L'après-midi convenu, la petite pièce se remplit de silhouettes familières. Madame Weatherby arriva la première, pâle et fatiguée, son voile de deuil tremblant légèrement lorsqu'elle le retira. Nigel la suivit, agité, le regard scrutant la pièce, comme s'il rêvait d'être ailleurs. Clara arrive timidement, le poignet toujours bandé, le regard baissé. Dolly Bantry arriva peu après, impatiente d'observer, et l'inspecteur Slack lui-même, toujours prêt à démontrer son autorité, apparut sous couvert de surveillance. Miss Marple accueillit chacun avec son doux sourire habituel et les installa autour de la table à thé. La nappe était soigneusement dressée, la théière fumante, les gâteaux soigneusement disposés. Tout cela avait l'allure d'une convivialité villageoise ordinaire. Pourtant, sous le tintement des tasses et le bruissement des soucoupes, se cachait une tension aussi tendue qu'un fil tendu. « Quelle époque terrible nous vivons !» soupira Dolly Bantry en remuant son thé. Dire qu'il faut parler de meurtre et d'agression pour une génoise. Je le déclare, j'ai du mal à dormir à force de me demander qui d'entre nous pourrait être le prochain. Madame Weatherby eut un léger frisson. « Dolly, je t'en prie, nous ne devons pas parler ainsi. La mort de mon frère est déjà assez horrible. » Nigel émit un petit rire amer. « Le village parlera, ma tante. Rien ne les empêchera de parler. Ils m'ont déjà jugé
et condamné 10 fois. L'inspecteur Slack se pencha en avant, la voix sèche. « Si tu te taisais un peu, mon garçon, ça te servirait mieux. Ton oncle a été retrouvé avec un ruban autour du cou, et maintenant, Mademoiselle Fenton a failli en étrangler un autre. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens passent à côté de telles coïncidences. » Clara tressaille à l'évocation de son calvaire. « Je vous l'ai dit, inspecteur, je ne voyais pas qui c'était. Il faisait trop sombre, trop vite, seul le ruban se resserrait. » Elle s'interrompit, la voix tremblante. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement tandis qu'elle levait les yeux de son tricot. « C'est curieux, n'est-ce pas, comme ces rubans étaient noués avec soin. Un nœud est une chose si soignée, à l'opposé de la panique provoquée par une violence soudaine. On pourrait presque croire que le faire est plus important que l'acte lui-même. » Il y eut un court silence à cette remarque. Nigel s'agita, mal à l'aise, tandis que les lèvres de Madame Witherby se pinçaient. L'inspecteur Slack grogna, visiblement peu disposé à laisser les réflexions de la vieille dame perturber sa certitude. Dolly Bantry, cependant, se pencha en avant, les yeux pétillants. « Eh bien, Jane, vous donne presque l'impression d'une performance, comme si le tueur voulait laisser une signature, comme une fioriture sur une lettre. » Miss Marple incline légèrement la tête. « Oui, Dolly, c'est une bonne façon de le dire. On laisse souvent derrière soi de telles fioritures, volontairement ou non. Une femme de ménage laisse son plumeau au mauvais endroit lorsqu'elle est contrariée. Un employé mal classe un papier lorsqu'il est amoureux. Une femme noue un nœud juste comme il faut, parce qu'elle l'a toujours fait ainsi depuis son enfance. Les habitudes sont très révélatrices. » Elle laissa les mots flotter dans l'air. Nigel fixait sa tasse de thé, les mains de Clara tremblaient sur ses genoux, et Madame Wetherby évitait le regard de tous. L'inspecteur Slack griffonna dans son carnet, marmonnant qu'il avait perdu son temps. Miss Marple sert une nouvelle tournée de thé, toujours aussi placide. Mais son regard perçant captait chaque étincelle d'expression, chaque tressaillement nerveux. La mâchoire de Nigel se crispait chaque fois que Clara parlait, comme s'il craignait d'en dire trop. Clara évitait complètement de le regarder, son visage n'affichant qu'un pâle masque d'appréhension. Madame Wetherby, malgré son deuil, semblait particulièrement inquiète lorsque la conversation s'attardait sur l'humeur de son frère, orientant rapidement le sujet vers un terrain plus sûr. Enfin, alors que l'après-midi touchait à sa fin, Miss Marple se leva. « Il se fait tard, ma chère. Merci à tous d'être venus. Je suis sûr que nous trouverons du réconfort, même en ces temps troublés, en partageant ensemble. » Un à un, ses invités partirent, chacun emportant avec lui son propre malaise. L'inspecteur Slack, cependant, s'attarda à la porte. « Croyez-moi, Miss Marple, cette affaire est assez simple. C'est le neveu qui l'a fait, et j'en aurai la preuve sous peu. » Miss Marple lui adressa son plus beau sourire. « Vous avez peut-être raison, inspecteur, et pourtant, j'ai découvert que les preuves se cachent parfois là où on ne les attend pas. Les gens sont rarement aussi simples qu'ils le paraissent. » Après son départ, elle retourna s'asseoir près de la fenêtre. Dehors, le ciel s'assombrissait, les ombres s'allongeaient sur les ruelles du village. Elle reprit son tricot, chaque maille étant régulière et précise. Elle avait vu ce qu'elle devait voir. Le jeu se resserrait, et ces rubans rouges vifs resserrent l'étau non seulement autour des coupables, mais aussi autour de leurs propres secrets insouciants. Le temps approchait où la vérité ne pourrait plus se cacher dans les murmures et les regards. Et Miss Marple avait bien l'intention d'être présente lorsque le nœud final serait noué. Le lendemain du thé de Miss Marple, St. Mary Mead semblait s'animer d'une étrange lourdeur. Les villageois vaquaient à leurs occupations, mais chaque regard par-dessus un mur du jardin, chaque arrêt devant une porte, portait une question tacite. Qui parmi eux était responsable de la terreur qui s'était emparée de leur vie paisible? Miss Marple, quant à elle, vaquait à ses occupations avec son calme habituel, mais son esprit
travaillait, ressassant les bribes de comportement qu'elle avait observées. La mâchoire crispée de Nigel lorsque Clara parlait, les mains tremblantes de Clara à l'évocation des rubans, la promptitude de Madame Wetherby à changer de sujet dès que son frère s'énervait, chacun de ces petits signes laissait entrevoir des tensions encore non résolues. Elle décida qu'il était temps d'insister, non pas par des accusations qui ne faisaient que renforcer les défenses, mais par la douce incitation à la conversation, celle qui paraissait anodine, mais qui souvent faisait ressortir les vérités que l'on s'évertue tant à cacher. Sa première visite fut chez Madame Wetherby. Celle-ci la reçut dans le petit salon, drapé de noir de deuil. Ses yeux étaient cernés par des nuits blanches, mais une énergie frénétique se dégageait de ses mouvements. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « comment vas-tu? Ces terribles tensions ont des conséquences néfastes. » Madame Wetherby esquissa un sourire pâle. « Je me débrouille, Jane, mais l'inspecteur ne nous laissera pas en paix. Il traque sans pitié le pauvre Nigel. Et Clarawell, cette fille, est à moitié folle. On se croirait prisonnier chez nous. » Le tricot de Miss Marple cliquetant régulièrement. Oui, l'inspecteur Slack apprécie la clarté d'une explication simple. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander si le tempérament de votre frère n'a pas laissé des blessures plus graves que les dettes de Nigel. Les mains de Madame Wetherby se crispèrent sur son mouchoir. Arthur était exigeant, je vous l'accorde, mais ses frères le seront aussi. Pourtant, il n'avait jamais eu de mauvaises intentions. La fermeté de son ton résonna légèrement, faussement aux oreilles de Miss Marple, comme une note fêlée dans un hymne familier. Elle laissa passer, se contentant de remarquer doucement. Famille pardonne souvent ce que les étrangers ne peuvent pas. Mais parfois, le pardon n'est pas partagé par tous ceux qui souffrent. Madame Wetherby n'en dit pas plus, mais ses lèvres se pressent en silence. Plus tard, Miss Marple se rend aux écuries de Wetherby, où Nigel s'était mis à faire les 100 pas, frustré. Elle l'accueillit avec la chaleur d'une grand-mère. « Belle matinée, Nigel. Quelle chance tu as d'avoir la force de la jeunesse pour traverser de telles épreuves, même si j'ose dire que la force peut aussi rendre impatient. » Nigel la regarda d'un air sévère. « Tu veux dire qu'il est impatient avec l'inspecteur Slack? Cet homme est un imbécile. Il ne me regarde que moi, parce que c'est facile. Mais je ne ferai jamais de mal à Clara, quoi qu'on en dise. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Oui, c'est bien ce que je pensais. Votre voix s'adoucit dès que vous parlez d'elle. C'est curieux, n'est-ce pas, comme l'affection se manifeste, même quand on veut paraître indigné. » Le visage de Nigel rougit. « Elle était gentille avec moi, c'est tout. Elle comprend ce que c'est que de vivre sous la domination de mon oncle. » Il s'interrompit brusquement, comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit. « Ça n'a plus d'importance maintenant. » Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent brièvement avant de reprendre. « La gentillesse est rarement aussi simple, Nigel, mais peut-être vaut-il mieux ne pas trop se fier aux apparences. On peut nous surprendre, en bien comme en mal. » Elle la laissait déstabiliser, ce qui était précisément son objectif. Son dernier appel de la journée fut adressé à Clara elle-même. La jeune fille paraissait encore pâle et fragile, même si une lueur nouvelle se lisait dans son expression. Peut-être de la culpabilité, peut-être de l'effroi. Miss Marple s'assit à côté d'elle, avec une compassion silencieuse. « Tu te remets, ma chère, c'est une bénédiction. Mais il faut aussi retrouver son esprit, pas seulement son corps. Sais-tu qu'un jour, j'ai vu une petite fille du village perdre son ruban lors d'une fête? Elle était bouleversée, car il lui avait été offert par quelqu'un qu'elle aimait. Les rubans, voyez-vous, sont porteurs de souvenirs. Ils unissent les gens de multiples façons. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, puis se refermèrent brusquement. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Miss Marple lui tapota gentiment la main. « Bien sûr que non, ma chère, mais avec le temps, peut-être vous en souviendrez-vous plus que vous ne le pensez. » Lorsqu'elle quitta la maison des Wetherby, le soir tomba.
La ruelle était silencieuse, le ciel s'illuminait de reflets cramoisis. Miss Marple marchait lentement, réfléchissant à ce qu'elle avait retenu des conversations de la journée. Aucun d'eux n'avait avoué, bien sûr. C'était rare. Mais dans leurs dérapages, leurs hésitations, leurs dénégations trop empressées, elle avait vu se resserrer les filles de la vérité. Les rubans étaient plus que de simples symboles. C'étaient des symboles choisis avec soin. Quelqu'un les avait noués avec la précision de l'habitude, avec l'éclat de la mémoire. La main coupable était toujours cachée, mais Miss Marple la sentit frôler, tirant sur les fils du secret qui unissait la maison Witherby. Bientôt, pensa-t-elle, le nœud se dénouera, et alors la vérité éclatera, peut-être plus complexe et plus tragique que le village ne pouvait encore l'imaginer. L'air de St. Mary Mead était chargé d'une sorte de suspense silencieux. Les funérailles du colonel avaient lieu le matin même, solennelles et dignes, mais sous les prières et les hymnes, un malaise régnait. Personne ne sentait l'affaire réglée, pas avec l'essai. Ruban de soie rouge encore frais dans les mémoires et le second crime au poignet de Clara. Des murmures persistaient autour de la tombe comme de la fumée, et tandis que l'inspecteur continuait d'insister sur Nigel comme suspect privilégié, Miss Marple savait que le moment était venu de renouer les liens. Cet après-midi-là, elle lança une invitation, formulée avec tant de délicatesse qu'elle ne pouvait être refusée. Madame Witherby, pâle et triste, accepta sans protester. Nigel, fronçant les sourcils à l'idée d'une surveillance plus poussée du village, accepta néanmoins. Clara, nerveuse mais obéissante, la suivit sans poser de questions. Dolly Bantry arriva avec empressement, pressentant un drame imminent, et même l'inspecteur Slack apparut, gonflé d'orgueil, déclarant avoir le droit d'observer. Ils se réunirent dans le modeste salon de Miss Marple, où la nappe en dentelle avait été de nouveau dressée et le service à thé brillait. À première vue, cela ressemblait à n'importe quel thé de village, mais en réalité, c'était une scène, et Miss Marple avait soigneusement disposé ses acteurs. Elle commença par des politesses, servant le thé, distribuant des gâteaux et s'assurant que chaque invité était confortablement installé. Le rythme habituel des conversations les berça, jusqu'à ce que le silence s'alourdisse. Dolly Bantry la cassa la première, se penchant en avant. « Ma chère Jane, c'est presque indécent de savourer un gâteau éponge après de telles funérailles. Et pourtant, nous y voilà. Et sans doute le village est déjà en train de décider qui doit être le tueur. » Nigel eut un petit rire. « Ils ont décidé que c'était moi, Madame Bantry. Ça leur épargne la peine de réfléchir. Mon oncle est mort, Clara a été attaquée, et Nigel Wetherby doit être le méchant de tout ça. Comme c'est pratique. » Clara tressaillit à son ton, sa tasse de thé cliquetant contre sa soucoupe. Madame Wetherby pressa un mouchoir contre ses lèvres, comme si ces mots risquaient de l'étouffer. L'inspecteur Slack saisit sa chance. « Que ce soit opportun ou non, jeune homme, les faits concordent assez clairement. Vous vous êtes disputé avec votre oncle, vous aviez des dettes et vous étiez présent à la maison lors de son assassinat. Quant à l'agression contre mademoiselle Fenton, eh bien, elle est trop timide pour citer des noms, mais on comprend aisément à qui elle profite si elle se tait. » Le visage de Clara était vidé de toute couleur. « Je n'ai jamais dit que c'était Nigel, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement sur ses genoux. « Non, ma chère, ce n'était pas le cas, et c'est très intéressant. Voyez-vous, parfois, ce qui n'est pas dit en dit plus que ce qui est dit. » La pièce se figea. Nigel s'agita, mal à l'aise, en fusillant l'inspecteur du regard. Les mains de Madame Wetherby se tordirent sur ses genoux. Clara baissa les yeux, comme si le sol allait l'engloutir. Miss Marple poursuivit d'un ton calme, presque distrait. « J'ai réfléchi à ces rubans. Quel choix curieux, vous ne trouvez pas? Brillant, éclatant, noué
avec des nœuds soignés. Pas le genre de choses qu'on imagine sous le coup de la colère, plutôt réfléchi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un ruban très similaire sur un chapeau dans le hall de Weatherby. Madame Weatherby prit une grande inspiration. Nigel se tourna vivement vers elle, la confusion lisant son visage. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Bien sûr, les chapeaux sont souvent ornés de rubans, et cela n'a rien d'inhabituel. Mais ce sont les habitudes, voyez-vous, qui nous trahissent. La façon dont un nœud est noué, qu'il soit net ou symétrique, voilà les signatures que les gens ne peuvent dissimuler. L'inspecteur Slack ricana. Des nœuds et des rubans, Miss Marple? Franchement, on ne tient pas une mercerie. Certainement pas, acquiesça sereinement Miss Marple. Mais les habitudes sont très puissantes, inspecteur. J'ai connu une femme de chambre qui attachait chaque cordon de rideau avec la même petite torsion au bout. Lorsqu'un cordon était retrouvé ainsi lors d'un crime, cela m'indiquait exactement où chercher. Son regard se reporta sur le groupe, se posant doucement sur chaque visage tour à tour. Clara tremblait. Nigel rougissait d'indignation. Madame Witherby était pâle et pinçait les lèvres. Le silence s'éternisait, lourd de non-dits. Puis Dolly Bantry, incapable de résister à la tension, prit la parole d'une voix précipitée. « Eh bien, quelqu'un dans cette pièce doit bien connaître la vérité. Et si Jane a vu des courbettes, je parie que c'est bien plus révélateur que tout ce que le carnet de l'inspecteur a pu lire. » Nigel eut un rire rauque. « Allons-nous être condamnés pour la façon dont nous faisons nos nœuds maintenant? Alors la moitié des femmes de la paroisse pourraient être suspectées. » Miss Marple sourit doucement. « Oui, c'est tout à fait vrai. Mais dans ce cas précis, l'arc est bien plus révélateur qu'on ne le pense. Et dans un si petit village, les secrets ont tendance à se dévoiler. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était préférable que nous nous asseyions tous ensemble cet après-midi. » Les mots restent suspendus dans l'air. Personne n'osait se lever, personne n'osait parler. La main de Clara tremblait sur sa tasse de thé, et une goutte se répandit sur le tissu. Madame Weatherby pressa son mouchoir contre ses lèvres, tandis que Nigel serrait les poings à ses côtés. Miss Marple posa son tricot sur ses genoux, d'une voix calme et posée. « Oui, tout devient clair maintenant. Le silence était absolu. Et dans ce silence, la culpabilité planait, attendant d'être enfin révélée. Le petit salon semblait plus petit que jamais, le silence pesant sur lui comme si les murs eux-mêmes s'efforçaient d'entendre ce qui allait suivre. Dehors, le soleil de l'après-midi filtrait à travers les zigzags rideaux de dentelle, tombant en rubans pâles sur le parquet. À l'intérieur, chaque visage portait l'attention de secrets longtemps gardés, et c'était Miss Marple qui était assise au centre, son tricot mis de côté pour l'instant. Elle parlait avec cette assurance tranquille qui portait toujours plus loin que n'importe quelle voix élevée. Nous avons tous été profondément bouleversés par les terribles événements survenus chez les Weatherby. La mort du colonel Weatherby nous a tous choqués, et l'attentat contre Clara n'a fait qu'accroître la peur. Pourtant, je crois que la question n'est pas si mystérieuse si l'on considère la nature des habitudes humaines et de l'orgueil. Nigel s'agita avec impatience, la mâchoire serrée. « Si vous comptez encore nous faire la leçon sur les rubans, Miss Marple, je crois qu'on en a assez. » Miss Marple lui adressa un sourire serein. « Oui, Nigel, des rubans. Voyez-vous, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer leur élégance. Le nœud autour du cou de votre oncle était symétrique, précis, les extrémités coupées uniformément. Celui au poignet de Clara, bien que noué à la hâte, portait toujours la même attention. Or, une telle propreté n'est pas naturelle à tout le monde. En effet, les hommes ont souvent tendance à nouer les nœuds maladroitement, tandis que les femmes sont très fières de l'élégance de leurs nœuds. Son regard se posa sur Madame Weatherby. La pièce suit son regard. Les lèvres de Madame Weatherby tremblaient, mais elle ne disait rien. « Un autre problème, poursuit doucement Miss Marple, c'est le ruban lui-même. De la soie rouge vif
de belle qualité. J'ai remarqué par hasard un chapeau dans votre couloir, Madame Witherby, orné de la même teinte. C'est peut-être une coïncidence, bien sûr, mais on ne peut ignorer le lambeau de soie que j'ai trouvé sur la cheminée. Il suggérait qu'en faisant un de ces horribles nœuds, un fragment s'était arraché. Dolly Bentry laissa échapper un petit cri, les yeux écarquillés. « Tu veux dire ?» L'inspecteur Slack se pencha en avant, son stylo arrêté au-dessus de son carnet. « Accusez-vous Madame Witherby, la propre sœur du colonel ?» La voix de Miss Marple reste calme, presque triste. « Oui, inspecteur. Le colonel n'était pas un homme facile. Il brutalise, humilie et contrôle ses proches. Madame Witherby a vécu sous son autorité pendant des années. Sa fortune, sa maison et même sa compagnie, la pauvre Clara, tout cela était soumis à sa dure autorité. Une femme peut endurer beaucoup, mais des années d'amertume peuvent forger une résolution tranquille et désespérée. Et contrairement à Nigel, qui brûle de rage, la patience de Madame Witherby était longue et précise. Madame Witherby poussa un cri soudain en se levant. « Non, tu ne peux pas comprendre, Jane. Il l'écrasait jour après jour, année après année. Rien de ce que je faisais n'était juste. J'étais sa servante, sa gardienne, son ombre. Quand Clara arriva, il recommença à la rabaisser, à la gronder, à la briser comme il avait brisé la mienne. Je ne pouvais pas laisser cela continuer. Sa voix tremblait de fureur, et pendant un instant, elle parut plus jeune, son chagrin se durcissant comme l'acier. Ce n'était pas un meurtre passionné, Miss Marple. C'était la justice. J'avais choisi ces rubans parce qu'ils étaient à moi de les contrôler. Je les avais noués comme j'ai noué des nœuds toute ma vie, avec soin et fierté. Une façon de célébrer la fin de sa cruauté. Clara s'était levée, pâle comme un fantôme, la main pressée contre son poignet bandé. « C'était vous! Oh, Madame Witherby, comment avez-vous pu? » Le regard de Madame Witherby s'adoucit, des larmes perlant sa colère. « Je n'ai jamais voulu te blesser, Clara. Le deuxième ruban était destiné à l'effrayer, rien de plus. Tu parlais trop librement, et je craignais que l'inspecteur ne déforme tes propos contre Nigel. Je pensais que si la peur te réduisait au silence, tu serais en sécurité. Mais je vois maintenant que c'était cruel, cruel. » L'inspecteur Slack se leva d'un bond, le visage rouge. « Eh bien, je vais vous faire une confession, pure et simple. Vous venez avec moi immédiatement, madame. » Mais Miss Marple leva doucement la main. « Ne nous précipitons pas, inspecteur. Il n'y a pas de joie dans le triomphe ici, que du chagrin, l'amertume d'une sœur, une vie passée dans l'ombre. Cela n'excuse pas ce qui a été fait, mais cela explique beaucoup de choses, et la justice suivra son cours. Madame Witherby s'affaissa sur sa chaise, épuisée, la lutte perdue. Clara pleurait doucement, tandis que Nigel restait figé, sa colère remplacée par une sorte d'incrédulité stupéfaite. Dolly Bentry s'essuya les yeux avec un mouchoir en murmurant « Oh, Jane, tu as vraiment une façon extraordinaire de lire dans les cœurs. » Miss Marple reprit son tricot, les aiguilles cliquetant doucement. « Ce n'est pas extraordinaire, ma chère. Seulement, les gens sont très semblables, à la ville comme à la campagne. Fierté, ressentiment, affection, envie, ils forment des nœuds plus serrés que n'importe quel ruban. Et au final, ce sont toujours les plus petites habitudes qui les révèlent. » La pièce était à nouveau lourde de silence, mais cette fois, ce n'était pas celui du secret. C'était celui de la vérité révélée, de vie à jamais changée. Les rubans de soie rouge avaient enfin dévoilé leur signification. Une fois la confession prononcée, Sainte Marie Mead sembla respirer différemment. L'atmosphère, lourde de spéculation et de peur, se détendit et laissa place à une acceptation plus calme et plus triste. La nouvelle se répandit rapidement, comme toujours dans le village, et dès le lendemain matin, tout le monde savait que Madame Witherby elle-même était à l'origine des rubans de soie rouge.
Au salon de thé Blue Boar, Madame Price Ridley déclara avec une certitude solennelle qu'elle s'en doutait depuis le début, même si personne ne se souvenait l'avoir entendu dire cela auparavant. Mademoiselle Hartnell claqua la langue et affirma que cela prouvait sa théorie selon laquelle les visages distingués dissimulaient souvent des cœurs plus sombres. Même la femme du pasteur, d'ordinaire si tendre dans ses jugements, ne put que secouer la tête et murmurer que l'amertume était un péché qui rongeait l'âme. Pourtant, au milieu des bavardages, on percevait aussi de la pitié. Madame Wetherby n'avait jamais été perçue comme une femme cruelle, seulement comme une femme soumise, longtemps éclipsée par la présence imposante de son frère. Son acte choqua le village, mais il provoqua aussi une certaine gêne, car qui n'avait pas ressenti, une ou deux fois, du ressentiment dissimulé derrière des sourires polis. Nigel Wetherby arpentait les ruelles avec un étrange mélange en elle-même de soulagement et de honte. Lavé de tout soupçon, il était néanmoins agité. Certains murmuraient qu'il pourrait quitter sain Mary Mead pour tenter sa chance à Londres. D'autres disaient qu'il s'attardait, attiré par la loyauté discrète que Clara lui témoignait malgré tout. Clara elle-même se rétablit lentement, le bandage à son poignet lui rappelant à quel point elle avait frôlé le danger. Elle parla peu de cette nuit-là, mais sa gratitude envers Miss Marple transparaissait dans chacun de ses regards timides. Quant à l'inspecteur Slack, il était peu enchanté d'avoir ignoré l'évidence, même s'il murmura que Miss Marple avait menti à Madame Wetherby par ses discours habiles. L'inspecteur préférait les preuves claires et les déclarations franches aux observations, subtiles des courbettes et des habitudes. Pourtant, il ne pouvait nier que justice avait été rendue. Miss Marple, quant à elle, ne fait aucune démonstration de triomphe. Elle accepta les remerciements des villageois avec un sourire modeste et retourna à son tricot comme si de rien n'était. Mais dans le calme de son salon, elle repensa à la tragédie avec une certaine solennité. Elle pensa à Madame Wetherby, désormais sous bonne garde, les griefs de sa vie mis à nu. Ce n'était ni la cupidité, ni une colère soudaine qui l'avait poussée, mais des années d'humiliation, les paroles acerbes et les ordres froids d'un frère qui se croyait maître de sa maison. L'orgueil et le ressentiment, laissés à l'abandon, avaient dégénéré en une chose mortelle. Miss Marple l'avait déjà vue sous des formes moins graves, dans des querelles de voisinage, dans de petites trahisons au sein des comités paroissiaux. De telles choses se terminaient rarement par un meurtre, mais les germes étaient les mêmes. Elle était assise près de sa fenêtre, le chemin du village baigné par la lumière dorée du soir. Les enfants jouaient de nouveau, leur rire strident perçant le silence qui avait régné sur la paroisse. Les rosiers de son jardin inclinaient leurs lourdes têtes, leurs fleurs rouges luisant comme des gouttes de feu sur le jour déclinant. Dolly Bantry lui rend visite, comme à son habitude, lorsque la curiosité brûle trop fort pour être contenue. « Eh bien, Jane, dit-elle en s'asseyant sur une chaise, tu as encore récidivé, mais je dois dire que c'est une affaire terrible. Pauvre Madame Wetherby, j'hésite entre la plaindre et la condamner. Les aiguilles de Miss Marple avancent silencieusement. On peut faire les deux, Dolly. La pitié pour les années qu'elle a endurées et la condamnation pour le choix qu'elle a fait. Il ne faut jamais confondre compréhension et pardon. Étrangler un homme, même cruel, est un péché insupportable. » Dolly soupira en remuant sa tasse de thé. « Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Des choses ordinaires, comme un ruban, un arc, portent un poids aussi terrible. »« Oui, » répondit doucement Miss Marple. « Le mal s'annonce rarement avec grandeur. Il s'insinue discrètement dans la vie quotidienne, revêtant des formes familières. Un ruban, un mot, un sourire. C'est pourquoi il faut toujours être vigilant. » L'horloge sonna l'heure, et dehors, les cloches de l'église Sainte-Marie-Mède commencèrent à sonner le cloche du soir. Dolly se leva bientôt pour partir, sa curiosité satisfaite pour l'instant, et Miss Marple se retrouva dans le doux silence de son cottage. Elle posa son tricot, contemplant la ruelle
où les ombres s'allongeaient. Le jeu des rubans de soie rouge était terminé, mais sa leçon subsistait. Car sous la surface paisible de tout village, sous les roses, les cloches des églises et les visites polies, la nature humaine conservait ses rancunes, ses jalousies, ses passions cachées. Et parfois, il suffisait d'un ruban éclatant pour les attirer vers la lumière. Avec un soupir, Miss Marple joignit les mains. Le village allait bientôt reprendre ses habitudes, jardinage, bavardage. Pourtant, rien n'effacera complètement le souvenir de la soie rouge flottant dans la roseraie. Et Miss Marple, dans sa sagesse tranquille, savait que de tels souvenirs étaient nécessaires. Il rappelait à chacun d'observer plus attentivement, d'écouter plus attentivement et de ne jamais sous-estimer les secrets que cachent les cœurs de gens apparemment ordinaires,